Vous pensez que votre lundi matin est difficile? Attendez de découvrir ce que c'était que de se réveiller au XIVe siècle, quand survivre jusqu'au petit déjeuner relevait déjà de l'exploit, et quand le petit déjeuner lui-même pouvait vous tuer. Chapitre 1. L'éveil cauchemardesque. Vos paupières se décollent avec un bruit de ventouse. Quelque chose de visqueux les maintient fermés. Est-ce du pu, de la morve séchée, ou simplement l'accumulation de plusieurs semaines sans ablution? Vos cils s'arrachent par petites touffes collantes. Bienvenue dans votre réveil quotidien, au XIVe siècle. L'obscurité vous engloutit comme une soupe épaisse. Pas d'interrupteur à portée de main, pas de lueur d'écran pour vous orienter. Juste le noir absolu de votre masure sans fenêtre, où l'air stagne depuis des mois comme dans un tombeau mal aéré. Vos poumons aspirent cette atmosphère putride, un mélange de sueur aigre, d'urine fermentée et de quelque chose de sucré pourri que vous préférez ne pas identifier. Sous votre corps, ce que vous appelez généreusement votre lit craque et s'affaisse. La paille n'est plus paille depuis longtemps. C'est devenu un amalgame brunâtre de moisissures, d'excréments séchés, les vôtres et ceux des rats qui partagent votre intimité, et de vos propres cellules mortes qui se détachent jour après jour. Votre matelas vivant grouille d'une activité microscopique fascinante, puces, poux, acariens, et quelques surprises que la science ne découvrira que dans 6 siècles. Le froid vous mord les os à travers votre unique vêtement, cette tunique en lambeaux que vous portez depuis... En fait, vous ne vous souvenez plus depuis quand. Elle fait partie de vous maintenant, comme une seconde peau crasseuse qui a pris la couleur et l'odeur de votre désespoir quotidien. Mais attendez, ce n'est que le réveil. Nous n'avons même pas encore abordé le petit déjeuner. Vos mains tâtonnent dans l'obscurité pour faire l'inventaire de votre corps. Comme un propriétaire inquiet qui inspecte sa maison après une tempête, vous vérifiez que tous les morceaux sont encore en place. Spoiler, ils le sont. Mais dans quel état? Vos doigts explorent votre visage. Votre barbe, si on peut appeler ça une barbe, ressemble à un nid d'oiseau abandonné. Quelque chose bouge dedans. Vous préférez croire que c'est un poux plutôt qu'une larve d'asticot, mais l'optimisme n'a jamais été votre fort. Vos joues sont creuses comme des soucoupes, vos pommettes pétillent comme des lames de couteau. La malnutrition chronique a sculpté votre visage avec l'art d'un maître tailleur de pierre. Votre bouche, votre bouche. Vos gencives saignent au moindre contact, gonflées et purulentes. Le scorbut fait son œuvre d'art sur votre mâchoire. Vos dents, enfin, les quelques survivantes, bougent dans leurs alvéoles comme des piquets dans un sol détrempé. Celle du fond, votre molaire droite, vous élance depuis 3 semaines. La douleur irradie jusqu'à votre oreille, un rappel constant que l'infection progresse et que, sans antibiotiques, votre crâne pourrait bientôt devenir un joli pot de fleurs. Comme les momies égyptiennes, vous êtes techniquement encore vivant, mais la frontière devient floue. Même les embaumeurs de l'Antiquité prenaient plus soin de leurs clients que vous ne pouvez le faire pour vous-même. Vos ongles, noirs de crasse incrustée, gradent dans votre cuir chevelu. Une pluie de pellicules tombe sur vos épaules, mélangée à quelques passagers clandestins qui sautent d'une mèche à l'autre. Vos cheveux, collés par des semaines de transpiration et de saleté, forment des dreadlocks avant l'heure. Quelque chose bouge sous votre peau, poux affamé ou dernier neurone fonctionnel qui tente de s'échapper. Le mystère reste entier. Votre torse squelettique laisse apparaître chaque côte comme les barreaux d'une prison. Vos bras sont des brindilles, vos jambes des allumettes. Pourtant, vous devrez porter, soulever, creuser pendant 16 heures aujourd'hui. Votre corps est une machine de guerre, préhistorique et en panne, mais une machine quand même. Le moment est venu d'affronter votre première épreuve quotidienne. Videz votre vessie et vos intestins. Dans votre époque moderne fantasmée, vous auriez simplement marché jusqu'à une pièce carrelée, propre, équipée d'eau courante et de papier doux. Mais nous sommes au Moyen Âge, et votre réalité ressemble plutôt à un cauchemar scatologique. Vous vous dirigez à tâtons
vers le coin de votre masure où trône votre installation sanitaire. Un seau en bois, si on peut encore appeler seau cet assemblage de planches disjointes qui laisse suinter son contenu sur le sol de terre battue. Le parfum qui s'en dégage pourrait réveiller les morts et les faire immédiatement retourner dans leur tombe par politesse pour les vivants. Ce seau contient les déjections de toute votre famille, vous, votre épouse, si elle a survécu au dernier accouchement, vos enfants, ceux qui ont passé le cap des 5 ans, et parfois un parent âgé qu'on garde vivant par charité chrétienne. Le mélange fermente joyeusement depuis plusieurs jours, créant un bouillon de culture bactérienne d'une richesse qui fascinerait les microbiologistes futurs. Vous vous accroupissez au-dessus de ce réceptacle de l'enfer. Vos muscles abdominaux, affaiblis par la malnutrition, peinent à accomplir cette fonction pourtant basique. Chaque effort vous arrache un gémissement. La dysenterie chronique transforme ce moment en torture quotidienne. Brûlures, crampes et cette sensation que vos intestins tentent de s'échapper par tous les orifices disponibles. Pour vous nettoyer, pas de papier toilette moelleux. Votre arsenal hygiénique consiste en quelques brindilles, un morceau de tissu déjà utilisé par 3 autres membres de la famille, ou, dans les grands jours, votre main gauche, que vous rincerez plus tard, dans le même seau d'eau qui sert à boire, cuisiner et se laver. Comme les latrines publiques de Rome, mais sans l'eau, courante, sans les aqueducs, sans l'ingénierie, sans la civilisation. En fait, rien ne ressemble aux latrines romaines, à part le fait de déféquer en groupe. Une fois votre affaire terminée, il faut vider le seau. Vous le portez dehors, ou vous le renversez dans la rue. Le contenu rejoint les excréments des autres familles, formant un ruisseau brunâtre qui serpente entre les maisons. Ce même ruisseau alimentera le puits communal situé 50 mètres plus bas. Ingénierie sanitaire médiévale. L'eau et la merde mélangées poche pour votre plus grand plaisir gustatif. L'odeur vous suit, imprégnée dans vos vêtements, vos cheveux, votre peau. Elle fait partie de votre identité olfactive. Dans cette époque où l'eau chaude est un luxe royal et le savon un mythe urbain, vous portez sur vous l'histoire de vos dernières semaines d'existence. Mais ce n'est que le prélude, car maintenant, il va falloir vous nourrir. Votre estomac émet un gargouillis qui résonne dans toute la masure. Ce n'est pas la faim. La faim, vous ne la ressentez plus depuis longtemps. Elle fait partie de votre état naturel comme la douleur ou la fatigue. C'est plutôt un rappel mécanique que votre machine corporelle a besoin de carburant pour tenir les 16 heures de labeur qui vous attendent. Vous vous dirigez vers votre garde-manger, un terme généreusement appliqué à cette planche bancale où s'accumulent vos provisions. L'inventaire était vite fait. Un bout de pain dur, comme de la pierre, vestige de la fournée de la semaine dernière, et un pichet d'une substance brunâtre qui prétend être de la bière mais qui ressemble plus à de l'eau de vaisselle après un banquet de porc. Votre pain quotidien mérite une mention spéciale. Forgé à partir de farine de seigle mélangée à de la suure, des glands pilés et parfois de la terre quand les récoltes ont été particulièrement mauvaises, il a la consistance d'un parpaing et la saveur d'un regret culinaire. Vous le frappez contre le mur pour en déloger les charançons, pas pour vous en débarrasser, mais pour évaluer leur fraîcheur. Un charançon qui bouge encore, c'est de la protéine gratuite. Vos dents survivantes peinent à entamer cette masse compacte. Chaque bouchée vous arrache des grimaces de douleur. Les vers à l'intérieur gigotent sur votre langue, votre seule source de fraîcheur matinale. Ils ont le goût de la farine moisie avec une pointe de terre humide. C'est encore ce qu'il y a de plus nutritif dans votre repas. La bière accompagne ce festin gastronomique. À 8% d'alcool, parce que l'eau pure vous tuerait plus vite que l'ivresse, elle pique la gorge et brûle l'estomac vide. C'est votre eau, votre jus de fruits, votre café matinal. L'alcoolisme n'est pas un vice au Moyen-Âge, c'est une stratégie de survie. Mieux vaut mourir le foie détruit que empoisonné par l'eau du puits communal. Votre ration calorique quotidienne
équivaut à un demi-sandwich moderne. Si le sandwich était moisi, infesté de parasites et assaisonné au désespoir. Avec ça, vous devrez porter des pierres, creuser des sillons, construire des murs, pendant que votre corps consume ses propres muscles pour tenir debout. Autour de vous, votre famille partage le même festin silencieux. Vos enfants, ceux qui ont survécu à la mortalité infantile de 50%, mâchent leur portion avec la résignation de petits vieillards. Ils ont l'air de pensionnaires d'un hospice, avec leurs visages émaciés et leurs regards éteints. L'enfance, cette période d'insouciance et de jeu, n'existe pas dans votre époque. À 7 ans, ils travailleront déjà au champ. À 12 ans, ils ont l'arthrite. Vous ignorez encore qu'avant midi, vous boirez dans le même puits où finissent vos excréments. Vous ignorez que votre repas contient assez de toxines pour terrasser un cheval moderne. Vous ignorez surtout que cette agonie nutritionnelle n'est que l'apéritif de votre journée. Car maintenant, il faut sortir, il faut affronter le monde extérieur. Et le monde extérieur, au Moyen Âge, c'est l'enfer avec un ciel ouvert. Le soleil se lève paresseusement sur votre village de misère. Ses rayons filtrent à travers la brume matinale, illuminant les tas d'ordures, les flaques d'urine et les corps de ceux qui n'ont pas survécu à la nuit. C'est l'heure de commencer votre journée de travail. Mais avant cela, il vous faut découvrir ce qu'on appelle pompeusement la routine quotidienne. Chapitre 2. La routine de l'horreur. Vous voilà dehors, dans ce qu'on appelle généreusement une rue, mais qui ressemble plutôt à un égout à ciel ouvert, parsemé de quelques pavés survivants. Vos pieds nus s'enfoncent dans une boue brunâtre dont la composition défierait les chimistes les plus courageux, excréments humains et animaux, urine fermentée, déchets de cuisine en décomposition, sang des animaux égorgés la veille, et cette substance visqueuse non identifiée qui suinte des murs lépreux des maisons voisines. L'air matinal vous gifle le visage avec sa fraîcheur empoisonnée. Chaque inspiration vous apporte un cocktail d'arômes qui transformerait un parfumeur moderne en serial killer. Fumée âcre des foyers mal entretenus, vapeur d'ammoniac des latrines débordantes, relents de pourriture des tas d'ordures qui s'accumulent à chaque coin de rue comme des monuments à la négligence humaine. Votre estomac gronde encore, réclamant sa ration quotidienne de survie. Direction la boulangerie du village, un terme aussi pompeux qu'inadapté pour désigner cette bicoque où un homme au visage mangé par la variole transforme de la farine douteuse en projectiles comestibles. Le boulanger vous accueille avec un sourire édenté qui révèle des gencives noires comme du charbon. Ses mains crasseuses pétrissent la pâte sans distinction entre la farine et la saleté incrustée sous ses ongles. Votre pain quotidien se forge sous vos yeux. Farine de seigle mélangée à de la sciure, pour faire du volume, des glands pilés, pour l'amertume, et parfois de la terre quand les récoltes ont été particulièrement désastreuses. Il sort du four une miche qui ressemble plus à une brique qu'à un aliment. La croûte, carbonisée par endroits et crue par d'autres, craque sous vos doigts comme de l'écorce d'arbre. Vous la frappez contre le comptoir pour évaluer sa densité. Le bruit sourd confirme vos pires craintes. Cette chose pourrait servir d'arme de guerre ou de matériau de construction, mais certainement pas de nourriture. Pourtant, vous payez votre maigre pièce de cuivre, fruit de 3 jours de labeur, et emportez votre trésor indigeste. Les vers à l'intérieur gigotent faiblement, signe qu'ils sont encore frais. C'est votre seule source de protéines mobiles de la journée. Votre ration calorique quotidienne équivaut à un demi-sandwich moderne. Si le sandwich était moisi, infesté de parasites et assaisonné au désespoir existentiel. Avec cette énergie dérisoire, vous devrez porter des pierres de 50 kilos, creuser des sillons dans une terre durcie par le gel, construire des murs qui s'effondreront avant l'hiver. Le pain craque sous vos dents survivantes comme du gravier mal tamisé. Chaque bouchée vous arrache des grimaces de douleur tandis que vos gencives saignent sur la mie durcie. Les charançons écrasés libèrent leur jus amer, votre seule source de fraîcheur matinale. Ils ont le goût de la farine moisie
mélangé à l'amertume de votre condition. Mais ce n'est que l'entrée de votre festin matinal. La soif vous tenaille maintenant, aggravée par ce pain qui absorbe toute l'humidité de votre bouche comme une éponge maudite. Il vous faut boire, et dans votre époque bénie, vous n'avez que 3 options: l'eau du puits, l'eau de la rivière ou la bière matinale. Spoiler, 2 de ces options vous tueront rapidement. La troisième vous tuera lentement. Direction le puits communal, cette merveille d'ingénierie sanitaire située exactement 50 mètres en contrebas des latrines publiques. L'eau qui y stagne à la couleur du thé, si le thé était infusé avec des excréments et parfumé aux cadavres de rats. Sa consistance rappelle celle d'une soupe aux légumes, mais les légumes sont en réalité des algues verdâtres qui prospèrent dans ce bouillon de culture bactérienne. Vous descendez le seau rouillé dans les profondeurs putrides. Il remonte chargé d'un liquide brunâtre où flottent quelques surprises. Débris organiques non identifiés, larves d'insectes aquatiques, et cette pellicule irisée qui pourrait être de l'huile ou le dernier souffle d'un animal mort noyé. L'odeur qui s'élève du seau pourrait faire fuir un charognard blasé. C'est un mélange subtil de pourriture, d'ammoniac et de méthane qui vous brûle les narines et fait larmoyer vos yeux déjà irrités par la fumée permanente du village. Vous portez ce nectar à vos lèvres. Le goût explose sur votre langue comme une gifle liquide, métallique, amère avec cette texture granuleuse qui crisse entre vos dents. Votre gorge se contracte instinctivement, tentant de rejeter ce poison, mais votre corps déshydraté réclame son dû. Comme les termes romains, mais en version post-apocalyptique, sans l'infrastructure, sans l'hygiène, sans la moindre notion de ce qu'est une canalisation fonctionnelle. Chaque gorgée vous rapproche un peu plus de la dysenterie chronique, du choléra saisonnier, ou de cette fièvre mystérieuse qui emporte un villageois sur 3 chaque été. Mais au moins, vous n'êtes plus déshydraté, techniquement. L'alternative, c'est la bière matinale, à 8% d'alcool, parce que la fermentation tue une partie des microbes. Elle constitue votre eau, votre jus de fruits, votre café du matin. L'alcoolisme n'est pas un vice au Moyen Âge, c'est une stratégie de survie darwinienne. Mieux vaut mourir le foie explosé qu'empoisonné par l'eau du puits communal. Cette bière a le goût de l'orge fermentée mélangée à vos larmes de désespoir. Elle pique la gorge, brûle l'estomac vide et vous donne cette sensation cotonneuse dans la bouche qui transforme chaque parole en borborigme. Mais elle vous maintient dans un état de semi-conscience alcoolisée qui rend votre existence légèrement plus supportable. 3 gorgées plus tard, votre vision se trouble légèrement. C'est le signal que votre journée de travail peut commencer. L'alcool matinal à peine commencé à engourdir vos neurones que la cloche de l'église sonne l'heure du labeur. 6 heures du matin, si tant est qu'on puisse parler d'heure dans une époque où le temps se mesure à la position du soleil et aux crampes d'estomac. Vous vous dirigez vers les champs, cette étendue de terre hostile où vous passerez les 16 prochaines heures à courber l'échine sous un soleil impitoyable ou une pluie glacée selon l'humeur des éléments. Votre dos, déjà voûté par 30 années d'existence, proteste à chaque pas. L'arthrite précoce, cadeau de votre mode vie, transforme chaque mouvement en supplice articulaire. Vos outils vous attendent là où vous les avez abandonnés la veille. Une houe dont le manche de bois brut vous arrache la peau des paumes, une faux dont la lame ébréchée coupe moins bien qu'un couteau à beurre moderne, et vos mains nues pour tout le reste. Pas de gants, pas de protection, juste vos 10 doigts contre la dureté minérale du monde. La houe pèse dans vos bras décharnés comme un marteau de forgeron. Chaque coup dans la terre durcie envoie des vibrations douloureuses jusqu'à vos épaules. Vos mains saignent à travers les cales épais comme du cuir, laissant des traces rougeâtres sur le manche usé. La terre résiste, compacte et ingrate, comme si elle refusait de participer à votre survie. Coup après coup, sillon après sillon, votre dos se brise un peu plus.
Les vertèbres se tassent, les muscles se déchirent, les tendons s'effilochent. À 30 ans, vous avez la colonne vertébrale d'un centenaire moderne. À 40 ans, si vous y arrivez, vous marcherez plié en deux comme un point d'interrogation humain. Autour de vous, vos collègues de misère peinent dans le même silence résigné. Pas de conversation, pas de plaisanterie pour alléger la peine. Juste le bruit sourd des outils qui frappent la terre et les râles d'épuisement qui s'échappent des poitrines étriquées. Le soleil monte dans le ciel, transformant les champs en fournaises. Votre tunique unique colle à votre peau, comme un linceul trempé de sueur. L'eau que vous avez bue ce matin s'évapore par tous vos pores, vous laissant déshydraté et étourdi. Mais pas question de s'arrêter. Le seigneur local fait patrouiller ses hommes d'armes pour s'assurer que ses serfs donnent leur maximum. Votre estomac vide se contracte dans des spasmes douloureux. Le demi-pain de ce matin s'est évaporé en calories depuis longtemps, consumé par l'effort physique intense. Votre corps commence à puiser dans ses propres réserves, d'abord la graisse inexistante, puis les muscles, enfin les organes vitaux. Vous vous auto-cannibalisez lentement pour tenir debout. Vers midi, quand le soleil atteint son zénith meurtrier, vous sentez vos jambes flageoler. Votre vision se trouble, des points de noir dansent devant vos yeux. C'est l'hypoglycémie qui frappe, amplifiée par la déshydratation et l'empoisonnement chronique à l'eau du puits. Mais le travail n'est que l'échauffement de votre journée. Car maintenant, il va falloir vous nourrir à nouveau et découvrir ce qu'on appelle pompeusement médecine dans votre époque bénie. Midi sonne au clocher du village. L'heure de la pause déjeuner. Terme ironique quand on considère ce qui vous attend dans votre gamelle. Vous vous laissez tomber sur un tas de fumier qui fait office de siège social, vos jambes tremblantes, incapables de vous porter plus loin. Votre repas vous attend dans un linge crasseux, un morceau du même pain que ce matin, maintenant ramolli par la chaleur et l'humidité de votre transpiration, quelques navets bouillis dans l'eau du puits, donc pré-empoisonné pour votre confort, et si vous avez de la chance, un morceau de lard rance qui servait à graisser les outils. Les navets ont la texture de la cire molle et le goût de la terre humide mélangé à l'amertume. Ils sont votre seule source de vitamines, si on peut appeler vitamines ces quelques molécules survivantes qui n'ont pas été détruites par la cuisson prolongée dans l'eau contaminée. Le lard, lui, a développé cette patine verdâtre caractéristique de la décomposition avancée. Il glisse sur votre langue comme du savon rance, laissant un film gras dans votre bouche qui persistera jusqu'au lendemain. Mais c'est de la graisse, donc de l'énergie pure. Dans votre économie corporelle de survie, chaque calorie compte. Autour de vous, vos compagnons d'infortune mâchent en silence leur propre portion de désespoir culinaire. Quelqu'un tousse, une toux grasse qui projette des gouttelettes sanguinolentes. La tuberculose fait ses ravages silencieux, passant de poumon en poumon à chaque expectoration partagée. Un autre se gratte frénétiquement l'avant-bras. Ses ongles ont creusé des sillons profonds dans sa peau, laissant suinter un liquide jaunâtre. La gale prospère dans cette communauté où l'hygiène corporelle relève du mythe urbain. Les parasites cutanés se transmettent joyeusement d'individu en individu lors des rares contacts physiques. Votre pause déjeuner dure exactement le temps nécessaire pour ingurgiter ces quelques bouchées toxiques. Pas de digestion paisible, pas de sieste réparatrice. Juste le temps de recharger vos batteries défaillantes avec ce carburant de fortune, puis retour au champ pour 8 heures supplémentaires de calvaire. Mais avant de reprendre le travail, votre corps vous envoie un signal d'alarme. Cette douleur lancinante dans votre molaire droite s'intensifie. L'infection progresse, votre joue commence à enfler. Il va falloir consulter ce qu'on appelle pompeusement un médecin dans votre époque. Et là, mes amis, vous allez découvrir pourquoi la médecine médiévale fait passer la torture pour une thérapie de relaxation. Votre mâchoire pulse maintenant au rythme de votre cœur affolé. La douleur irradie jusqu'à votre oreille, transformant chaque battement cardiaque en coup de marteau sur votre crâne. L'infection gagne du terrain
et votre visage commence à ressembler à une outre gonflée. Il est temps de faire connaissance avec le barbier chirurgien du village. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi, dans votre époque, soigner et torturer sont des synonymes parfaits. Chapitre 3. Le carnage médical. Votre dent du fond pulse comme un tambour de guerre depuis 3 jours. La douleur irradie dans votre crâne jusqu'à vous faire voir des étoiles en plein jour. Vous pressez votre joue gonflée, elle a la consistance d'une outre trop pleine et la chaleur d'un tison. L'infection progresse. Vous le savez au frisson qui parcourt sorte de votre échine et à cette fièvre qui transforme votre sueur en poison. Vous traînez vos pieds nus sur les pavés glissants jusqu'à l'échoppe du barbier chirurgien. L'enseigne grince au vent, un bassin rouge sang et des tenailles rouillées. Votre estomac se contracte déjà. À l'intérieur, l'odeur vous gifle, fer oxydé, chair pourrie et quelque chose de sucré qui ne devrait pas l'être. Sur l'établi, les outils attendent votre chair comme des prédateurs affamés. Maître Godwin, le barbier, essuie ses mains poisseuses de sur un tablier qui fut blanc au temps de vos grands-parents. Ses ongles noirs disparaissent sous une croûte permanente de sang séché et de pus. « Ouvrez grand !» grogne-t-il en empoignant des tenailles dont les mâchoires bâillent comme celles d'un loup. Vous obéissez, sachant que résister ne ferait que prolonger l'agonie. Le métal froid mord votre molaire. Godwin plante ses pieds écartés et tire. Le craquement résonne dans votre crâne comme une branche qui se brise. Votre vision se trouble. Vous agrippez les bords du tabouret jusqu'à ce que vos ongles se brisent. La douleur explose, pure et aveuglante. Quelque chose cède avec un bruit mouillé. « Ah, voilà le coupable !» Godwin brandit sa prise. Votre dent, racines encore suintantes, avec un morceau de gencive qui pend comme un lambeau de viande crue. Le trou béant dans votre bouche pulse et dégoûte. Vous crachez des caillots sombres qui éclaboussent le sol jonché de débris dentaires. D'autres patients attendent leur tour, fascinés par votre calvaire, comme devant un spectacle de rue. Godwin tamponne votre plaie avec un chiffon qui a déjà servi à d'autres. Les fibres s'incrustent dans la chair à vif. Ça va cicatriser, ment-il en glissant votre dent arrachée dans sa besace. Il la revendra plus tard comme amulette porte-bonheur. L'ironie vous échappe dans votre brouillard de souffrance. Vous payez avec votre dernière pièce d'argent et ressortez en titubant. Votre bouche n'est plus qu'un cratère sanglant. Mâcher sera impossible pendant des semaines. Mais au moins, la douleur dentaire a cessé, remplacée par quelque chose de plus profond et plus destructeur. Comme les anciens gladiateurs romains après leur dernier combat, vous portez désormais les stigmates de votre survie. Margot hurle depuis l'aube. Ses cris traversent les murs de Torchy et font fuir les corbeaux perchés sur le toit de chaume. Vous êtes réquisitionné pour aider, faute d'autres bras disponibles. Dans la masure enfumée, l'air est épais comme de la mélasse. La sage-femme, Dame Agnès, a disposé une hache sous le lit pour couper la douleur. Ses mains crasseuses puent l'ail et la superstition. Margot gît sur une paillasse imbibée de fluide que vous préférez ne pas identifier. Sa chemise de lin colle à sa peau blême. Ses cheveux trempés de sueur forment des serpents noirs sur l'oreiller taché. Elle agrippe vos poignets avec une force décuplée par la douleur. Ses ongles s'enfoncent dans votre chair jusqu'au sang. Le petit vient par les pieds, marmonne Dame Agnès en plongeant ses bras jusqu'au coude dans l'intimité déchirée de Margot. Faut le retourner avant qu'il s'étrangle. Vous retenez votre souffle. Dans cette position, l'enfant et la mère ont autant de chances de survie qu'un agneau face à une meute de loups. Dame Agnès tire, pousse, manipule. Margot pousse un hurlement qui glace le sang, un son que même les damnés n'oseraient pas produire. Du sang jaillit par saccades, éclaboussant vos braies et le sol de terre battue. L'odeur métallique se mélange aux vapeurs de vinaigre bouillant que Dame Agnès verse généreusement sur tout ce qu'elle touche. La mixture grésille sur la chair
comme de l'huile dans une poêle brûlante. Margot se cambre. Ses yeux révulsés ne montrent plus que le blanc. Tenez-lui les jambes, ordonne la sage-femme. Vous obéissez, sentant les muscles de Margot se contracter sous vos paumes moites. Une petite tête bleue apparaît enfin, suivie d'épaules minuscules et violacées. L'enfant ne respire pas. Dame Agnès le saisit par les chevilles et le balance tête en bas, lui assenant des claques qui résonnent comme des coups de fouet. Rien. Le silence s'étend, lourd comme un linceul. Margot tourne la tête vers vous. Ses lèvres exsangues forment un mot que vous ne pouvez pas entendre. Puis ses paupières se ferment. Le râle qui s'échappe de sa gorge ressemble au dernier souffle d'un soufflet qui se vide. Dame Agnès enveloppe le petit corps dans un linge souillé. Dieu les a rappelés ensemble, murmure-t-elle avec la résignation de qui a vu trop de morts. Vous restez agenouillés dans cette mare de sang et de fluide, témoin impuissant d'une tragédie qui se répète chaque jour dans chaque village. Comme les sacrifices rituels aztèques, mais sans la grandeur d'une cérémonie. Juste la mort brute et banale qui fauche les innocents. Votre voisin Jean Leroux n'est plus roux depuis longtemps. Ses cheveux sont tombés par poignées la semaine dernière, laissant un crâne parsemé de croûtes suintantes. Ce matin, vous découvrez pourquoi on l'appelle désormais Jean le lépreux. Sa main droite n'a plus que 3 doigts. Les 2 autres ont pourri et sont tombés pendant la nuit, laissant des moignons noirs qui suppurent une substance jaunâtre. L'odeur qui émane de Jean précède sa présence de 20 pas. C'est un mélange de viande avariée et de fleurs fanées, sucré et écœurant. Ses narines se sont effondrées, ne laissant qu'un trou béant au milieu de son visage. Quand il parle, sa voix siffle comme l'air qui s'échappe d'une outre percée. Les enfants fuient en pleurant quand ils le voient approcher. Mais Jean a de la compagnie dans son malheur. Dame Berthe exhibe fièrement ses bubons pesteux, gros comme des œufs de poule, qui pulsent sous sa peau violacée. Ils ont éclos hier sous ses aisselles et dans son aine, durs comme des pierres et brûlants comme des tisons. Quand l'un d'eux explose, et ils explosent toujours, le pus qui en jaillit empeste le poisson pourri et l'urine de chat. Votre propre corps vous trahit également. Cette farine de seigle avariée que vous avez ingurgitée la semaine dernière fait désormais ses ravages. L'ergotisme court dans vos veines comme un poison. Vos doigts et vos orteils se contractent en griffes incontrôlables. Des visions dansent devant vos yeux, démons grimaçants, seins en flammes, serpents qui sortent des murs. Votre peau brûle de l'intérieur tandis que vos extrémités se refroidissent et noircissent. Le mal du feu sacré, comme l'appellent les savants, dévore votre chair de l'extérieur vers l'intérieur. Vos pieds gonflent et se couvrent de cloques qui éclatent au moindre contact. Le liquide qui s'en échappe ronge le cuir de vos chausses et laisse des taches sur le sol. Marcher devient un supplice. Chaque pas laisse une trace sanglante sur les pierres du chemin. Autour de vous, l'épidémie de dysenterie transforme le village en un égout à ciel ouvert. Les habitants se vident par tous les orifices. L'eau des puits prend une teinte brunâtre et une odeur qui ferait vomir un charognard. Les mouches, grasses et paresseuses, se repaissent de cette abondance de matière en décomposition. Elles pondent leurs œufs dans les plaies ouvertes et les aliments abandonnés. Votre peau commence à se détacher par plaques, révélant la chair rouge et suintante en dessous. Vous pourriez presque l'éplucher comme l'écorce d'un bouleau, si vos mains n'étaient pas déjà trop déformées pour saisir quoi que ce soit. Le spectacle de votre propre décomposition vous fascine malgré l'horreur. Vous êtes devenu un témoin privilégié de votre propre putréfaction. La nuit tombe avec sa promesse de nouveaux tourments. Dans l'obscurité qui s'épaissit, vous entendez les gémissements de vos voisins malades. Certains supplient à la mort de venir les prendre. D'autres prient pour un miracle qui n'arrivera jamais. Vous fermez les yeux et serrez les dents, sachant que demain apportera de nouvelles souffrances et de nouveaux symptômes. Mais l'infection n'est que l'apéritif de votre calvaire. Dans quelques heures,
Quand les ténèbres auront englouti le monde, vous découvrirez que la maladie n'est rien comparé aux horreurs qui rôdent dans la nuit médiévale. Chapitre 4. La nuit des damnés. Le soleil disparaît derrière l'horizon comme une chandelle qu'on mouche. En quelques minutes, l'obscurité vous engloutit avec la voracité d'une bête affamée. Cette nuit n'a rien à voir avec vos soirées modernes éclairées par 1000 sources lumineuses. Ici, les ténèbres règnent en maîtresses absolues, épaisses et tangibles comme une couverture de plomb qui vous écrase les épaules. Vous tâtonnez à la recherche de votre chandelle de suif. Vos doigts, tremblants, trouvent enfin le cylindre graisseux, dur comme de la cire d'abeille rance. L'amadou crépite sous vos coups de briquet. Une flamme minuscule naît enfin, vacillante et pathétique. Elle projette des ombres dansantes sur les murs de Torchis, créant un théâtre d'épouvante où chaque relief devient monstre grimaçant. La lumière chétive ne porte qu'à 3 pas devant vous. Au-delà, c'est le néant absolu. Votre chandelle fond rapidement, dégoulinant sur vos doigts brûlés. La cire chaude se mélange au sang de vos crevasses. Chaque goutte qui tombe réduit votre précieux capital lumineux. Dans 1 heure, vous serez replongé dans les ténèbres totales jusqu'à l'aube, si vous survivez jusque-là. L'obscurité transforme votre monde familier en territoire hostile. Cette table que vous connaissez par cœur devient un piège pour vos tibias. Le seuil de votre porte se métamorphose en falaise traîtresse. Vos propres meubles conspirent contre vous, tendant leurs angles sournois vers vos chairs meurtries. Vous progressez en tâtonnant, bras tendus comme un aveugle, heurtant chaque obstacle avec la régularité d'un fléau qui bat le blé. Dehors, les bruits de la nuit commencent dans leur sinistre symphonie. Un hurlement déchire le silence, loup ou homme égorgé, impossible à distinguer. Le vent siffle à travers les volets mal joints, avec un sifflement qui évoque les râles d'agonie. Quelque chose gratte contre votre porte avec l'insistance d'un mort qui veut rentrer. Vos cheveux se dressent sur votre nuque moite. Vous pressez votre oreille contre le bois rugueux. De l'autre côté, une respiration rauque, irrégulière. Puis des pas qui s'éloignent, entraînant, comme si leur propriétaire avait les jambes brisées. Votre cœur tambourine si fort que vous craignez qu'il n'alerte tous les prédateurs à des lieues à la ronde. Dans cette nuit médiévale, votre propre corps vous trahit autant que l'environnement. Votre vision nocturne équivaut à celle d'une taupe née aveugle. Là où vos descendants du XXIe siècle bénéficieraient de réverbères, phares de voitures et éclairage public, vous ne disposez que de cette flamme dérisoire qui s'amenuise à chaque seconde. Comme les prisonniers des cachots babyloniens, vous êtes condamnés à subir l'emprise totale des ténèbres. Un cri perçant déchire la nuit. Cette fois, aucun doute possible, c'est humain, féminin, proche, trop proche. Vous soufflez votre chandelle d'instinct, plongeant votre masure dans le noir absolu. Votre respiration résonne comme un soufflet de forge dans le silence oppressant. Chaque inspiration pourrait vous trahir, chaque expiration vous condamner. Les brigands rôdent. Ils chassent en meute, profitant de l'obscurité pour détrousser, violer, tuer. Hier, ils ont trouvé le marchand de Reims sur la route de l'abbaye. On a retrouvé ses restes ce matin, dispersés sur 100 pas. Sa bourse avait disparu, mais ils avaient pris le temps de lui arracher les yeux et de lui couper la langue. Pour le plaisir, pas par nécessité. Vous entendez des voix maintenant, rudes, avinées, cruelles. Elles se rapprochent de votre refuge dérisoire. Des rires gras ponctuent leur conversation. Ils viennent de s'amuser avec quelqu'un et cherchent maintenant d'autres divertissements. Votre porte n'est qu'un assemblage de planches pourries retenues par des cordes. Elle ne résisterait pas à un coup d'épaule déterminé. Il y a de la lumière qui s'est éteinte par là, grogne une voix éraillée par l'alcool et la violence. Des pas lourds écrasent les gravats devant votre seuil. Vous reculez vers le fond de votre taudis, cherchant désespérément une cachette ou une arme. Vos mains ne trouvent que des ustensiles dérisoires, un couteau émoussé, un bout de bois vermoulu. La poignée de votre porte s'abaisse lentement.
Le grincement du métal rouillé résonne comme un glas. Un ray de lune filtre par l'entrebâillement, révélant une silhouette massive, voûtée, menaçante. L'homme qui entre empeste l'alcool de grain et le sang séché. Sa respiration sifflante évoque celle d'un porc qu'on égorge. « Sors de là, vermisseau !» ricane-t-il en fouillant l'obscurité du regard. On va juste s'amuser un peu. Ses complices l'ont rejoint. 3 ombres se découpent maintenant dans l'encadrement. Ils portent des armes rudimentaires, gourdins hérissés de clous, couteaux dentelés, masses de fer forgé. Leurs silhouettes dansent dans la semi-obscurité comme des démons sortis des enfers. Vous bondissez vers la fenêtre, mais l'un d'eux vous rattrape par la cheville. Vous vous effondrez lourdement, votre menton heurtant le sol de terre battue. Le goût du sang emplit votre bouche. Des mains rugueuses vous retournent, vous plaquent au sol. Une lame froide caresse votre gorge avec une tendresse obscène. « Tes économies d'abord !» souffle le chef à votre oreille. Son haleine empeste la viande pourrie et l'ail. Ensuite, on verra si t'as d'autres choses intéressantes à nous offrir. Ses rires gras se mélangent à ceux de ses acolytes. Dans cette nuit sans loi, vous découvrez que l'homme peut être plus terrifiant que n'importe quel monstre imaginaire. Les minutes qui suivent se déroulent dans un brouillard de douleur et d'humiliation. Ils prennent tout. Vos 3 pièces de cuivre cachées sous votre paillasse, votre unique couverture de laine, même vos choses trouées. Mais ils prennent aussi ce qui ne se remplace pas. Votre dignité, votre sentiment de sécurité, votre foi en l'humanité. Quand ils repartent enfin, vous entraînant les pieds dans la nuit, vous restez recroquevillé sur le sol nu, tremblant de froid et de terreur. Vos côtes meurtries vous lancent à chaque respiration. Votre lèvre fendue saigne encore. Mais vous êtes vivant. C'est déjà un miracle dans cette époque où la vie humaine vaut moins qu'un pain moisi. L'aube pointe à peine, quand les cloches de Bethlehem-Pulse se mettent à net à sonner le tocsin. Leur bronze funèbre résonne dans vos os brisés comme des coups de marteau. Vous vous traînez jusqu'à votre fenêtre pour voir ce qui justifie ce vacarme matinal. Sur la place du village, une foule s'assemble autour d'un bûcher fraîchement dressé. Les fagots secs attendent leur sacrifice. Dame Mathilde, la veuve du meunier, gît attachée au poteau central. Ses cheveux gris flottent autour de son visage tuméfié. Hier encore, elle soignait les enfants malades avec ses tisanes d'herbe. Aujourd'hui, on l'accuse de sorcellerie. Son crime ? Avoir guéri le fils du bailli, quand même les prières du curé avaient échoué. Dans ce monde où la logique a cédé la place à la superstition, guérir devient suspect. Le juge inquisiteur, un homme sec aux yeux de fouine, déroule son parchemin d'accusation. Sa voix grêle porte dans l'air matinal. Mathilde Larousse est accusée de commerce avec le diable, de transformation en loup-garou et de fornication avec les démons. La foule hurle son approbation. Chaque chef d'accusation est plus absurde que le précédent, mais la logique n'a plus sa place ici. Vous reconnaissez dans la foule vos voisins, ces mêmes personnes qui, hier encore, venaient chercher les remèdes de Mathilde. Maintenant, ils brandissent dans des torches et réclament sa mort à grands cris. La peur a transformé des hommes ordinaires en meutes sanguinaires. Pierre le forgeron, que Mathilde a sauvé de la fièvre l'hiver dernier, hurle plus fort que les autres. Qu'elle subisse l'ordalie de l'eau, braille quelqu'un dans la foule. Si elle flotte, c'est qu'elle est sorcière. Si elle coule, Dieu la reconnaîtra innocente. Vous frémissez en comprenant l'atrocité de cette logique tordue. Mathilde est condamnée quoi qu'il arrive. Si elle survient à la noyade, on la brûlera comme sorcière. Si elle se noie, elle mourra innocente, mais morte quand même. Il la détache du poteau et la traîne vers l'étang communal. L'eau croupie reflète les premières lueurs de l'aube comme un miroir brisé. Mathilde ne résiste plus. Ses forces l'ont abandonnée après une nuit de torture. Ses doigts brisés pendent mollement le long de son corps. Ils l'ont questionné selon les méthodes approuvées. Tenailles chauffées au rouge, brodequins qui broient les os, estrapades qui disloquent les membres. Elle a avoué, bien sûr. Ils avouent tous, à la fin.
La douleur finit par délier toutes les langues et inventer tous les crimes. Mathilde a admis s'être changée en corbeau pour voler les récoltes, avoir empoisonné les puits avec ses potions, s'être accouplée avec un bouc lors des sabbats nocturnes. Mensonge, extorqué par la souffrance, mais qui suffisent à justifier sa mort. On la pousse dans les temps. L'eau froide l'accueille avec un clapotis sinistre. Mathilde disparaît sous la surface, ses jupes alourdies l'entraînant vers le fond vaseux. Les secondes s'étirent. La foule retient son souffle. Si elle remonte, c'est une sorcière. Si elle reste au fond, c'est une innocente morte. Elle ne remonte pas. Un murmure déçu parcourt l'assistance. Certains semblent presque frustrés d'être privés du spectacle du bûcher. Mais qu'importe, ils ont eu leur dose de violence matinale. Dame Mathilde gît au fond de l'étang, ses poumons emplis de cette eau putride qu'elle a passé sa vie à purifier pour les autres. Justice est rendue, selon leurs critères tordus. Vous vous détournez de votre fenêtre, écœuré. La fumée des bûchers préparés pour rien parfume déjà l'air matinal, mélange âcre de bois vert et d'espoir calciné. Dans quelques heures, ils trouveront une autre victime. La machine à broyer les innocents ne s'arrête jamais dans ce monde où la peur règne en maîtresse absolue. Votre estomac vide gargouille, réclamant sa ration quotidienne de misère alimentaire. Mais même cette perspective semble enviable face à ce que vous venez de voir. Car dans ce monde de brutes et de superstitions, même la faim la plus tenace paraît douce comparée au spectacle quotidien de la cruauté humaine. Pourtant, cette nuit d'horreur touche à sa fin. Le soleil se lève sur une nouvelle journée de survie. Mais vous savez maintenant que même la mort au bûcher semblerait enviable, comparée à ce qui vous attend quand ce cycle infernal recommencera demain. Chapitre 5. L'éternel retour. Voici votre réveil encore une fois. Vos paupières s'ouvrent sur le même plafond de chaume moisi, les mêmes poutres noircies par la suie, la même tache d'humidité qui s'étend comme une carte de pays maudit. Votre corps proteste contre ce réveil forcé. Chaque articulation grince comme une porte rouillée, chaque muscle hurle sa fatigue éternelle. Vous avez 28 ans, mais votre carcasse en accuse 50. Cette nuit de cauchemar n'était pas un rêve, c'était hier, et avant-hier, et tous les jours qui ont précédé depuis votre naissance dans cette époque maudite. Votre calendrier ne connaît qu'une seule date inscrite à l'encre de sang et de larmes. Aujourd'hui, je souffre. Demain portera la même inscription, écrite de la même encre, puisée aux mêmes sources intarissables. Vos côtes vous élancent encore des coups reçus cette nuit. Votre lèvre fendue s'est recollée de travers, vous donnant un rictus permanent qui transforme chaque tentative de sourire en grimace douloureuse. Mais qui aurait l'idée saugrenue de sourire dans ce monde ? Le bonheur est un luxe aussi inaccessible que les épices d'Orient ou les soieries de Byzance. Vous vous levez péniblement, chassant les rats qui ont élu domicile dans votre literie. Ils vous regardent partir avec l'insolence de propriétaires légitimes. Dans cette hiérarchie inversée, même la vermine vous surpasse en confort et en espérance de vie. Un rat médiéval vit mieux qu'un cerf, il mange tous les jours, dort au sec et meurt de vieillesse plutôt que de violence. Dehors, le même spectacle vous attend. Jean le lépreux traîne ses moignons suppurants vers le puits communal. Dame Berthe exhibe ses nouveaux bubons, éclos dans la nuit comme des fleurs vénéneuses. Pierre le forgeron aiguise déjà ses couteaux pour la prochaine exécution. Le monde tourne, immuable dans sa cruauté, régulier comme une horloge infernale. Votre estomac réclame sa ration quotidienne de misère. Le même pain rassis vous attend, peuplé des mêmes vers grisâtres qui gigotent avec l'enthousiasme de la jeunesse. La même bière aigre vous brûlera la gorge de la même façon. Vos papilles ont depuis longtemps renoncé à distinguer les saveurs. Tout a le goût de la survie, amer et décevant. Comme Sisyphe poussant éternellement son rocher vers le sommet de la montagne, vous recommencez votre labeur quotidien. Mais votre rocher
c'est votre propre corps qui se désagrège un peu plus chaque jour. Chaque matin, il faut le pousser hors du lit, le traîner au champ, le forcer à endurer 16 heures de torture volontaire appelée travail. Et chaque soir, il retombe au fond du gouffre, brisé et sanglant. Vos mains calées saignent déjà à travers leur cuirasse de peau morte. La houe vous paraît plus lourde qu'hier, bien qu'elle soit exactement la même. C'est vous qui diminuez jour après jour, comme une chandelle qui se consume. Dans 7 ans, si vous atteignez ce grand âge, vous ne serez plus qu'une ombre courbée, un fantôme de chair qui hante les sillons en gémissant. Autour de vous, la même comédie se répète avec la régularité d'un cauchemar récurrent, les mêmes visages émaciés, les mêmes dos brisés, les mêmes espoirs assassinés dès l'aube. Vos compagnons de misère progressent vers leur tombe commune avec la détermination d'un cortège funèbre. Chaque jour vous rapproche tous de cette libération finale, seule perspective réjouissante de votre existence. Votre fils aîné, Gauthier, a 12 ans. Il possède déjà le regard éteint des condamnés à vie. Ses mains d'enfant portent les mêmes cales que les vôtres, ses épaules se voûtent déjà sous le poids d'un avenir tracé d'avance. Quand vous le regardez, vous voyez votre propre reflet dans un miroir temporel déformant. Il sera vous, en pire si possible. Hier, vous lui avez appris à tenir la charrue. Ses petites mains n'arrivaient pas à en serrer le manche taillé pour des poings d'adulte. Il a pleuré quand les ampoules ont éclaté sur ses paumes tendres. Vous l'avez giflé pour qu'il s'endurcisse, comme votre père vous avait giflé, comme son père l'avait giflé. La violence se transmet de génération en génération, héritage plus fidèle que les biens matériels. Votre fille Marie, 10 ans, apprend déjà à tisser la laine sur le métier grinçant. Ses doigts saignent sur les fils rugueux, mais elle continue sans se plaindre. Elle sait que ses larmes ne servent à rien dans ce monde qui n'a pas de temps pour la compassion. Dans 3 ans, on la mariera au fils du tanneur. Elle enfantera dans la douleur pour perpétuer cette lignée de misère. Votre femme Agnès porte déjà votre 3e enfant. Son ventre rond pousse contre sa robe rapiécée comme un champignon vénéneux qui gonfle. Vous savez tous les deux que cet enfant a une chance sur 2 de voir son premier anniversaire. Et s'il y parvient, il héritera de votre enfer quotidien, de votre faim perpétuelle, de votre désespoir constitutionnel. La technologie qui vous entoure n'a pas évolué depuis vos arrière-grands-parents. La même charrue de bois creuse les mêmes sillons, avec la même inefficacité. Les mêmes outils émoussés brisent les mêmes dos dans les mêmes gestes inutiles. Le progrès est un concept aussi étranger à votre époque que la hygiène ou la compassion. Vos ancêtres ont vécu exactement la même existence que vous. Ils ont respiré les mêmes odeurs d'excréments et de décomposition, mangé la même nourriture avariée, subi les mêmes violences gratuites. Vos descendants perpétueront cette tradition macabre avec la fidélité d'une liturgie morbide. Vous êtes un maillon dans une chaîne de souffrance qui s'étend sur des siècles, chaque génération léguant à la suivante un héritage de douleur et de résignation. Dans votre village, les mêmes familles occupent les mêmes masures depuis 100 ans. Les fils succèdent aux pères dans les mêmes métiers misérables, les filles enfantent les mêmes malheurs dans les mêmes conditions atroces. Rien ne change jamais, sauf les noms gravés sur les croix de bois qui pourrissent au cimetière communal. Votre lignée ressemble à ces poupées russes emboîtées les unes dans les autres. Chaque génération contient la suivante, identique mais légèrement plus abîmée. Vos enfants seront des copies dégradées de votre propre exemplaire déjà défaillant. Et leurs enfants seront des photocopies de photocopies, jusqu'à ce que l'image originale de l'humanité devienne illisible. 35 ans, c'est l'âge canonique de la mort dans votre monde. Si vous atteignez ce chiffre mythique, vous aurez battu toutes les statistiques de survie de votre époque. Mais aujourd'hui, vous sentez que votre corps lâche. Cette toux qui vous secoue depuis des semaines crache maintenant du sang. Vos forces s'amenuisent comme la flamme d'une chandelle en fin de course. Vous vous allongez sur votre paillasse pour la dernière fois. Vos enfants vous entourent,
leur visage déjà marqué par la résignation. Ils ne pleurent pas. Les larmes sont un luxe que votre famille ne peut pas se permettre. Agnès vous tient la main de ses doigts rugueux, mais ses yeux regardent déjà au-delà de vous, vers l'avenir qu'elle devra affronter seule. Votre respiration se fait laborieuse. Chaque inspiration devient un combat. Chaque expiration, une petite mort. L'air qui entre dans vos poumons malades a le goût familier du pain moisi et des regrets accumulés. Mais étrangement, ce goût vous semble maintenant meilleur que tout ce que vous avez respiré de votre vivant. Même l'agonie possède une douceur comparative dans ce monde de souffrance absolue. Vos paupières s'alourdissent. Les visages autour de vous s'estompent comme des fresques qui s'effacent. Vous sentez votre âme se détacher de cette carcasse usée qui vous a si mal servi pendant ces 3 décennies et demie d'enfer. Pour la première fois depuis votre naissance, vous ressentez quelque chose qui pourrait ressembler à la paix. Votre dernier souffle s'échappe avec un râle discret. Pas de grandes phrases, pas de révélations mystiques, pas de lumière au bout du tunnel. Juste le silence qui s'installe enfin, interrompant cette symphonie de gémissements qui constituait la bande sonore de votre existence. Votre corps se détend, libéré du fardeau de la conscience dans ce monde qui ne méritait pas d'être conscient. On vous enterre le lendemain dans la fosse commune, sans cérémonie ni pleurs. Vos os blanchiront au milieu de milliers d'autres, anonymes et indistinctes. Votre squelette raconte la même histoire que tous les autres. Malnutrition, labeur excessif, violence subie, mort prématurée. Dans 700 ans, un archéologue découvrira vos restes et s'émerveillera que vous ayez pu survivre si longtemps dans de telles conditions. Vos enfants reprennent le flambeau de la misère avec la résignation de leur hérédité. Gauthier épouse la fille du meunier et enfante à son tour des candidats à la souffrance perpétuelle. Marie meurt en couche à 16 ans, perpétuant la tradition familiale de l'agonie féminine. Le cycle continue, imperturbable et éternel. Félicitations. Vous venez de vivre une journée complète au Moyen Âge. Maintenant, fermez votre smartphone, éteignez votre chauffage, videz votre réfrigérateur et imaginez 365 jours comme celui-ci, pendant 35 ans. Si vous y parvenez sans devenir fou, c'est que vous avez l'étoffe d'un authentique serf médiéval. Sinon, contentez-vous de remercier chaque matin le hasard miraculeux qui vous a fait naître à l'époque la plus confortable de l'histoire humaine.